Salut à tous, vous partez bientôt au Japon, peut-être même pour la première fois, et vous êtes à la recherche d'infos. Vous tombez bien, puisque je vais vous filer pas mal de conseils et de choses à savoir pour vous simplifier la vie une fois sur place. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous vous demandez pourquoi m'écouter moi plutôt qu'un autre, eh bien déjà je vis ici depuis 14 ans et en plus je rencontre régulièrement des touristes, que ce soit pendant mes visites guidées de Kamakura et Yokohama, ou pendant les soirées franco-japonaises que j'organise. D'ailleurs, si vous voulez découvrir ces villes avec moi ou participer à une soirée et rencontrer des japonais, toutes les infos sont sur mon site et aussi dans la description. Bref, avec ça, je pense être pas trop mal placé pour vous aider à bien préparer votre voyage et à éviter quelques soucis que beaucoup de touristes rencontrent en arrivant ici. Au programme de cette vidéo, des infos pour bien vous préparer avant le départ. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour vous nourrir une fois sur place avec des trucs à connaître sur le fonctionnement des restaurants et aussi une liste de chaînes de restos archi connus ici et où vont manger les Japonais. Après on parlera transport et déplacement en ville avec des points pas forcément évidents, surtout quand on vient pour la première fois. Et enfin on terminera par quelques conseils en vrac, notamment sur des comportements à éviter pendant votre voyage. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaudement à aller regarder ma première vidéo sur les conseils pour bien préparer son voyage au Japon. J'y donnais déjà un bon paquet d'infos pratiques que je ne vais pas répéter ici, donc allez la voir après celle-là et vous saurez vraiment tout ce qu'il faut savoir avant de partir au Japon. Il y a quand même deux choses que je vais répéter au cas où. La première, c'est d'aller absolument sur le site Visit Japan Web pour y mettre toutes les infos sur votre voyage pour les services de l'immigration japonaise. J'ai rencontré beaucoup de touristes cette année, venus seuls ou même par des agences de voyage, et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux n'en avaient jamais entendu parler. Alors oui, ce n'est pas obligatoire, mais c'est 100 fois plus simple de tout faire avant de partir et ça vous fera gagner un temps précieux à l'aéroport. Attention, plusieurs familles de Français m'ont dit qu'elles pensaient avoir tout fait comme il fallait sur le site, mais elles s'étaient retrouvées avec un seul code QR. Et ça, c'est pas normal. Si vous voyagez en famille, vous aurez toujours un code QR par personne, que ce soit des adultes ou des enfants. Donc vérifiez bien. Et si c'est pas le cas, c'est que vous avez loupé un truc. Si vous n'utilisez pas ce site, vous pourrez bien sûr entrer au Japon, mais vous devrez remplir des papiers et attendre plus longtemps pour sortir de l'aéroport. C'est toujours relou, donc autant se simplifier la vie dès le départ. Deuxième chose à faire, dès que possible, réservez vos entrées dans des parcs d'attractions, des cafés à thème ou des lieux touristiques. J'en ai déjà longuement parlé dans l'autre vidéo et j'avais même fait une vidéo entière dédiée au sujet il y a quelques temps. Passons maintenant à des points que je n'avais pas abordés dans la première vidéo. Ça peut paraître évident, mais adaptez votre programme à la saison à laquelle vous partez et renseignez-vous bien sur la météo qu'il fera là où vous allez. Par exemple, s'il fait généralement très beau autour de Tokyo en janvier, et on a eu un mois de février incroyable cette année, à la même période, il y a eu plusieurs mètres de neige dans une grande partie du nord du Japon et des températures très basses à Hokkaido par exemple. En changeant de région, vous pouvez passer facilement en quelques heures de -10 avec 3 mètres de neige à 20 degrés au soleil. Prévoyez donc des vêtements pour chaque région où vous irez et soyez aussi prêts au changement soudain de température, même si vous ne changez pas trop de ville. Autour de Tokyo cette année par exemple, il faisait 20 degrés début mars, puis il a neigé le 19 mars et une semaine après, on était encore en t-shirt avec 25 degrés. Je me rappelle aussi que dans mon deuxième voyage ici, que j'avais fait il y a très longtemps, c'était début mai et j'étais venu à Tokyo seulement avec des vêtements d'été et des petits sweats légers. Mais quand j'ai voulu aller à Sapporo, il neigeait encore et j'avais dû acheter un blouson ici. En plus, il y avait apparemment beaucoup de neige dans certaines zones de Hokkaido où on comptait aller et du coup, on n'a pas pu s'y rendre. Donc que ce soit entre la côte pacifique où il neige très rarement et la mer du Japon, il y a des tonnes de neige chaque hiver, ou bien entre le sud du pays et le nord qui sont quand même séparés d'environ 2000 km, et je compte même pas Okinawa qui est encore plus loin, autant vous dire que le climat peut être complètement différent. Donc gardez ça en tête et soyez plus malin que moi à l'époque. Autre truc que je vous conseille de faire une fois que vous connaissez vos dates, c'est de chercher s'il y a des événements intéressants à voir pendant votre séjour. Il y en a énormément tout au long de l'année. Pour Tokyo et les environs, vous pouvez par exemple chercher sur des sites comme Tokyo Chipo ou Time Out Tokyo, qui sont pas mal pour commencer, mais je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas encore, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager d'autres sites ou même des comptes Insta à suivre. Entre les fêtes locales, les concerts, les musées et les événements sportifs, vous aurez l'embarras du choix. Il y a toujours un truc qui se passe quelque part. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Maintenant, pour les applications à avoir sur son portable. En plus de celle dont j'ai parlé dans la première vidéo, si vous comptez prendre le taxi, vous pouvez installer l'appli Go, qui est très répandu ici et utilisable dans pratiquement tout le pays. Après honnêtement, au moins dans les grandes villes, il y a des taxis devant la plupart des gares, même les petites, donc vous ne devriez pas avoir trop de mal à en trouver un en cas de besoin. Autre appli à installer absolument cette fois, celle de NHK World Japan, qui va vous permettre de recevoir des alertes en cas de tremblement de terre ou de tsunami, en plus de vous donner des consignes sur ce qu'il faut faire
en cas de catastrophe naturelle. On peut mettre l'appli en français et la régler pour ne recevoir une alerte que s'il y a un séisme relativement fort. C'est pas très fun comme sujet, mais même si vous venez au Japon pour vous amuser et vous détendre, il y a toujours un risque que vous soyez là pendant un gros séisme, un tsunami ou un typhon. Donc prenez 30 secondes pour installer cette appli, ça ne vous coûtera pas grand chose. Pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Vous perdrez peut-être 10 minutes pour rien, mais ça peut aussi vous donner des infos très précieuses sur ce qu'il faut faire au cas où tout commencerait à trembler autour de vous pendant votre voyage. Parlons maintenant des hôtels. On me demande régulièrement quel quartier ou quel hôtel choisir sur Tokyo ou Yokohama où je vis, mais je peux évidemment pas répondre parce que je connais ni votre programme détaillé, ni vos moyens, ni vos attentes en termes de logement. Ce que je peux vous dire par contre, c'est de choisir un hôtel en fonction des lieux que vous voulez visiter. Si vous les mettez tous sur la carte de la ville où vous comptez rester et que la majorité est située à l'est, allez pas prendre un hôtel de l'autre côté juste parce que vous avez lu que ce quartier était sympa. Même si ça vous fera économiser quelques euros pour le logement, vous allez perdre un temps fou et ça vous coûtera plus cher tous les jours en transport pour rejoindre le centre-ville. Puis entre nous, dans les villes japonaises, faut vraiment bien chercher pour tomber sur un quartier pas sympa. Si vous choisissez pas un truc en ruine qui comme par hasard coûte 10 fois moins cher que tous les autres logements, vous devriez quand même tomber dans un bon quartier. Après voilà, si c'est 2 fois moins cher et que votre budget est serré, pourquoi pas, mais gardez quand même en tête que certaines villes japonaises sont très étendues. Rien que les 23 arrondissements spéciaux de Tokyo, c'est 620 km². 5 fois plus grand que Paris. Alors au minimum, vérifiez bien le temps de trajet entre votre logement et le centre-ville avant de réserver. Autre conseil évident, mais si vous comptez prendre le Shinkansen, essayez de prendre un hôtel près d'une gare Shinkansen. Sur Tokyo, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 2, celle de Tokyo ou celle de Shinagawa. Alors ça c'est surtout vrai si vous avez prévu de traîner vos valises avec vous, mais si vous avez bien regardé ma première vidéo pour bien préparer votre voyage, vous savez déjà qu'il y a des sociétés qui permettent d'envoyer ses bagages d'un hôtel à l'autre pour pas trop cher, et dans ce cas, vous pourrez voyager léger. Et vous pourrez peut-être faire des petites économies avec des hôtels un peu plus excentrés. Attention, petit bémol, avec l'explosion du nombre de touristes et le manque de main d'œuvre au Japon, il se peut que vos valises mettent plus de temps qu'avant pour arriver à destination. Donc renseignez-vous sur les délais de livraison plusieurs jours à l'avance, ça vous évitera peut-être une mauvaise surprise au moment d'envoyer vos bagages. Toujours pour les hôtels, chacun ses priorités bien sûr, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais personnellement, je déconseille plutôt d'en prendre un près d'une immense gare, genre Shinjuku, Shibuya, ou d'une très fréquentée comme Akihabara ou Asakusa. Tous les jours, vous devriez y passer au moins 2 fois, donc si elle est blindée de monde, ce sera pas forcément agréable. Et puis une gare super grande avec plein de lignes, c'est très pratique, mais il arrive aussi souvent qu'on doit marcher 10 minutes dans la gare pour arriver jusqu'au quai qu'on cherche, donc le côté pratique peut pas mal varier. C'est peut-être dû à mon grand âge, mais perso, je préfère largement être dans un hôtel à 2 minutes à pied d'une petite gare avec une seule ligne de train pas trop bondée, et changer une fois de plus plutôt que d'aller me perdre 20 minutes dans une gare gigantesque parce que le train est direct. Au final, on gagne pas forcément de temps et c'est nettement plus fatigant. En plus, un hôtel près d'une gare moins fréquentée sera souvent moins cher, plus calme et vous trouverez plus facilement de la place dans les restaurants et les cafés aux alentours, qui peut être quand même assez sympa pour les jours où vous voudrez manger peinard près de l'hôtel et souffler un peu. Dernier truc sur les hôtels, alors je sais pas comment c'est en France, mais j'ai rencontré beaucoup de touristes qui tombaient des nues et qui semblaient vraiment étonnés en apprenant que le check-in de leur hôtel au Japon ne se faisait qu'à 16h ou 17h. Vérifiez quand même auprès de votre hôtel, vous aurez peut-être une bonne surprise, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit comme ça. Donc prévoyez de quoi faire pendant la journée si votre vol arrive le matin. Quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours laisser vos valises à l'hôtel jusqu'à l'heure du check-in et aller balader, et quand vous quitterez l'hôtel, vous pourrez aussi leur laisser vos valises pour promener et revenir les récupérer plus tard dans la journée. En tout cas, si vous comptez arriver à midi, vous doucher et vous reposer un peu avant de ressortir, oubliez, ça va probablement pas être possible. Donc je vous encourage à choisir un vol qui arrive ici en début d'après-midi. Comme ça, le temps de sortir et d'arriver à l'hôtel, vous arriverez pile pour avoir la clé de la chambre. Au passage, si vous atterrissez à Tokyo, ne sous-estimez pas le temps nécessaire pour sortir de l'aéroport et pour venir dans le centre. J'ai déjà eu des gens qui atterrissaient à 14h et qui pensaient pouvoir me retrouver à 16h en plein centre-ville. Mais déjà, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le seul étranger à devoir passer l'immigration et la douane, donc il va falloir attendre un bon moment. Ensuite, vous risquez de chercher votre chemin, de galérer pour trouver par où sortir de l'aéroport, de pas savoir quel train prendre ou de vous tromper lors d'un changement. Vous allez peut-être prendre une carte de transport, une carte SIM, échanger un GirePass. La liste est longue, donc si c'est votre première fois ici, prévoyez très large, ce sera plus sûr. Passons maintenant à table. Première question qui revient souvent, c'est sur les horaires des restaurants. Mais ça dépend énormément, donc impossible là aussi de donner une réponse toute faite. Si vous êtes près d'une grande gare, les restos des centres commerciaux ou les grandes chaînes sont souvent ouverts toute la journée jusqu'à 22h ou 23h. Les izakaya, les bistrots japonais, sont généralement ouverts que le soir, de 17-18h à minuit ou 1h du matin, mais il y en a aussi qui sont ouverts toute la nuit. Dans tous les cas, faites gaffe de ne pas louper le dernier train si vous restez un peu tard. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Dans les quartiers résidentiels, c'est un peu différent. Beaucoup de petits restos font une pause de quelques heures dans la journée et ferment assez tôt le soir, vers
vers 20 h ou 21 h. En plus, la dernière commande est souvent 30 minutes ou 1 heure avant la fermeture. En parlant des restos, je vous encourage vraiment à réserver quand vous pouvez. Surtout dans les quartiers les plus animés des grandes villes, ça vous évitera de perdre du temps à faire la queue pour rien. L'autre fois, j'ai vu 2 amis français de passage à Tokyo et ils voulaient dîner à Harajuku, donc en plein centre de Tokyo, un samedi soir. Donc j'ai réservé un resto de yakitori bon marché où on a pu entrer directement alors qu'il y avait une dizaine de personnes qui faisaient la queue, dont beaucoup d'étrangers. Enfin, c'est le principe de la réservation. Ça n'a rien de particulier au Japon, alors si vous le faites en France, pourquoi s'en priver, surtout ici le soir. Une chose à laquelle il faut faire gaffe par contre, c'est que dans pas mal d'endroits, si vous êtes en retard de plus de 15 minutes et que vous prévenez pas, votre réservation sera annulée. Alors vérifiez les conditions du resto ou juste soyez ponctuel et il n'y aura pas de souci. Pour trouver des restos et réserver une table, plusieurs solutions. Le plus simple, c'est bien sûr Google Maps. C'est pas parfait, mais ça vous donne quand même beaucoup d'options. Certains petits restaurants sortent pas forcément en cherchant en anglais, donc on a parfois plus de résultats en cherchant en japonais. Mais il y a de toute façon beaucoup de chances que s'ils apparaissent pas en anglais, ils aient ni menu en anglais, ni employé qui parle anglais. C'est pas forcément un problème, mais si vous avez un menu manuscrit tout en japonais avec 0 photo, ça peut quand même être un peu compliqué pour vous, à moins que vous aimiez tout et que vous soyez un peu joueur. Autre solution, vous avez des sites japonais comme Tabelog ou Hot Pepper qui, cerise sur le gâteau, ont des versions en anglais. C'est parfait pour trouver des restos où vont les japonais et pour voir les notes mises par les clients japonais. C'est pratiquement jamais au-dessus de 4, donc vous inquiétez pas, hein. Un resto avec 3,5 sur Tabelog sera aussi bon qu'un resto avec 4,5 sur Google Maps. C'est vraiment des sites que les japonais utilisent au quotidien pour réserver des restaurants pour sortir avec leurs amis. Sur ces sites, vous avez 150 options de recherche, par type de cuisine, par plat, par gare, avec ou sans salle privée, fumeur, non fumeur, avec des menus à volonté ou non. La liste des options est vraiment impressionnante. À mon avis, si vous cherchez juste le type de plat et la gare près de laquelle vous voulez manger, ce sera déjà pas mal. Enfin, il y a aussi des restaurants qui n'acceptent les réservations que par téléphone. Tentez quand même de les appeler en anglais si vous voulez vraiment y aller, on sait jamais. Vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui comprendra et une fois au resto, ils auront peut-être même des menus en anglais. Pour vous donner un exemple, en début d'année, je suis allé dans un restaurant de sushi assez chic, site en full japonais, resto au sous-sol dans une petite rue avec une pancarte en japonais aussi et réservable seulement par téléphone. Je m'attendais à être le seul étranger, mais au final, 90% des clients étaient étrangers. J'ai vraiment halluciné. Le truc, c'est que comme c'est cher pour les Japonais, ce type de resto, il y a de moins en moins de clients locaux et de plus en plus d'étrangers qui viennent grâce au yen faible. Morale de l'histoire, tentez le coup, même s'il faut téléphoner. On passe à présent à quelques infos basiques sur les restaurants japonais, surtout pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus ici. Déjà, dans beaucoup de restaurants et dans certains cafés, vous aurez à l'entrée un papier où il faut écrire le nombre de personnes et son nom. Ensuite, ils appellent les clients en suivant la liste, donc si vous arrivez devant un resto qui a une queue, ne vous asseyez pas tout de suite pour attendre. Allez d'abord voir s'il n'y a pas ce fameux papier, ou parfois vous avez une tablette maintenant pour y inscrire votre nom. Parce que s'il y en a un et que vous ne l'avez pas vu, vous allez attendre 3 plombes et ils ne vous appelleront jamais. Pour garder une place assise dans un resto ou dans un café, la règle de base que tous les Japonais respectent, c'est de poser un objet dessus. Ça peut être votre sac, un stylo, un paquet Kleenex. Ensuite, d'aller commander. Beaucoup de cafés vous demandent d'ailleurs, avant de prendre votre commande, si vous avez déjà trouvé une place. Il arrive que certains cafés fassent le contraire, et dans ce cas, ce sera sûrement écrit, mais franchement, c'est assez rare. Et puis, les Japonais sont tellement habitués à laisser leurs affaires pour réserver une place, qu'il y a des chances que tout le monde fasse comme ça, quoi qu'il arrive. Donc, quand vous êtes ici et que vous cherchez une table libre, s'il y a un objet sur la table ou sur une des chaises, c'est pas un oubli, c'est que la table est prise. Donc, soyez pas relou et cherchez-en une autre ailleurs. Autre truc à savoir, dans certains établissements, le serveur viendra pas forcément vous voir à moins que vous l'appeliez. Donc attendez pas 100 ans qu'il vienne. Parfois il y a un bouton sur la table pour faire venir quelqu'un et sinon faut l'appeler, vous tendez le bras et vous criez Sumimasen. Un serveur viendra tout de suite. Il y a aussi de plus en plus d'endroits où on doit commander sur son portable à partir d'un code QR. C'est un peu chiant de naviguer dans les menus pour trouver les plats qu'on veut, mais c'est quand même super pratique quand on est en voyage parce que non seulement il y a des photos de tous les plats et des boissons, mais on peut aussi très souvent choisir l'anglais et parfois même le français comme langue. Pareil pour les tablettes à partir desquelles on commande dans certains restaurants. Une fois assis à votre table, s'il y a une boîte sous la table ou à côté, c'est pas une poubelle, c'est pour mettre vos sacs et vos affaires. Les Japonais ne mettent jamais leurs sacs par terre. Pareil dans le train d'ailleurs, évitez de mettre votre sac par terre s'il y a du monde et mettez-le plutôt sur vos genoux. Retour au resto avec un mot sur la petite serviette qu'on vous donne au début du repas, le oshibori. C'est pour vous essuyer les mains avant le repas et vous pouvez aussi vous en servir comme serviette après si vous voulez. Notez aussi que dans des restos avec des formules spéciales, par exemple nourriture à volonté pendant 90 minutes ou autre, tous les clients de la table doivent prendre la même formule. Deux petits messages perso par rapport à la nourriture. Ne faites pas une fixette sur le bœuf de Kobe. C'est juste une variété de bœuf parmi d'autres. C'est très bon, oui, mais il y en a tout un tas qui sont aussi bonnes, voire meilleures. Il y a celui de Matsusaka, celui de Yonezawa, celui de Hida, de Saga. Je vais m'arrêter là, mais il y en a
plein. Du moment que c'est du bœuf japonais de qualité et que vous y mettez le prix, vous allez vous régaler. Alors n'hésitez pas à aller dans un autre resto de viande bien noté, même si le bœuf vient pas de Kobe. Deuxième truc que j'ai déjà dit dans la première vidéo, arrêtez de vous nourrir au combini juste parce que le moindre touriste qui débarque au Japon fait un post sur Insta en disant qu'il adore la bouffe des combini. Absolument aucun résident ni aucun japonais ne vous dira que la nourriture du combini est bonne. C'est pas mauvais, mais c'est plus cher et moins bon qu'au supermarché et incomparable avec un resto même bas de gamme. Ça dépanne quand on est pressé, mais ça s'arrête là. Si vous voulez vraiment juger par vous-même, faites comme tout le monde, achetez un onigiri, un sandwich au pain de mie et un melon de pan une fois, mais après, faites-moi plaisir. Allez manger un vrai onigiri chez un traiteur ou dans un restaurant et un bon melon de pan dans une boulangerie. Ça n'a absolument rien à voir. Allez, on enchaîne avec une liste non exhaustive de restaurants que tout le monde connaît ici. Des valeurs sûres si vous cherchez un resto sympa pour manger. Pour les fameux izakaya, il y a des centaines de chaînes, mais on peut citer notamment Watami, Wan et Wotami. Envie de takoyaki vite fait, allez à Gindako. Pour manger du shabu shabu, vous avez Onyasai, Shabuyo, Yuzuan ou encore Kisoji. Si vous aimez la viande, faites-vous un bon hambagu à Hungry Tiger ou à Bikuli Donkey. Pour ce qui est des familess, ces restaurants familiaux parfaits pour n'importe quel repas, notamment le petit déjeuner, et aussi super pratique pour trouver de la place quand vous êtes plus de deux, ou vous posez un moment avec des boissons à volonté pour quelques centaines de yens. Il y a notamment Saizeria, Royal Host, Gasto, Jonathan et Bamiyan pour ne citer que. Pour prendre un café ailleurs qu'au Starbucks, Saint-Marc Café, Thalys, Dotor, Ueshima Coffee, Le Noir, Hoshino Coffee, Komeda Coffee, Excelsior et j'en passe. Envie de hamburger et de fast-food, vous n'êtes pas obligé d'aller au McDo ou à KFC. Il y a aussi First Kitchen, Moss Burger ou encore Freshness Burger. Pour du tonkatsu, du porc pané ou d'autres trucs tout aussi délicieux, direction Saboten ou Wako. Pour le gyudon du peuple, filez à Matsuya, Sukiya ou Yoshinoya. Envie de sushi sans vous ruiner, les chaînes de sushi les plus populaires sont Sushiro, Hamazushi, Kurazushi, Kappazushi. Un peu au-dessus en termes de qualité, vous avez aussi Hanamaru qui est pas mal du tout. Pour le yakiniku, vous avez Gyukaku, Yakiniku King, Toraji, Jojoen, Ushiguro, Kintan ou encore Yoroniku. Pour vous goinfrer de yakitori, direction Torikizoku, Akiyoshi, Sumire ou Yakitori Daikichi. Vous pouvez aussi tester les kushikatsu de Kushikatsu Tanaka et enfin, si vous voulez essayer du crabe, vous pouvez le faire entre autres à Kanidoraku. Voilà, je vous ai donné un minuscule aperçu des chaînes qui existent ici, notamment autour de Tokyo. Mais selon la région, vous aurez peut-être des noms différents et des milliers de restaurants qui ne sont pas des chaînes. C'est vraiment pas ce qui manque, donc n'allez pas faire 2 heures de queue avec 150 autres touristes pour manger dans un restaurant de ramen ou autre chose parce qu'il a été conseillé par telle personne sur le net. Il y a des restaurants absolument partout et la majorité sont très bons. Pour conclure sur les restos, on me demande souvent ce qu'il faut dire au serveur quand on arrive et quand on part. En entrant, on dit rien de spécial et en sortant, on peut dire Gochiso-sama deshita pour remercier du repas, mais c'est tout. Et souvent, on dit rien du tout, ni en entrant, ni en sortant. C'est pas spécialement impoli, c'est tout à fait normal ici de faire ça. Donc si vous voulez dire konnichiwa, allez-y, mais si vous ne le dites pas, personne ne le prendra mal. En sortant, évitez sayonara, c'est plutôt pour dire adieu, c'est pas du tout naturel quand on sort d'un resto. Donc si vous voulez dire quelque chose, un petit arigato, ce sera très bien. Ne vous prenez pas trop la tête, tout ira bien. Passons maintenant à quelques infos en vrac sur les transports, avec d'abord un rappel. Installez une carte de transport Suica ou autre dans votre iPhone s'il n'est pas trop vieux. Si vous êtes sur Android ou que vous voulez une carte pour vos enfants, prenez une carte de transport physique une fois sur place. Comme vous le savez peut-être, elles ont été limitées pendant plusieurs mois, mais bonne nouvelle, elles sont à nouveau en vente un peu partout depuis le 1er mars 2025. On ne peut pas recharger les Suica physiques avec une carte de crédit, c'est seulement avec du liquide. Vous pouvez faire ça bien sûr à la gare, mais aussi dans les combini, soit directement à la caisse en demandant à l'employé, soit au distributeur automatique dans les 7-Eleven. Quand vous rechargez votre carte de transport à la gare, vous avez un bouton pour changer la langue et vous aurez toujours l'anglais et même parfois le français, ce qui est assez pratique. Ensuite, vous avez des montants fixes proposés, genre 1000 yens, 2000 yens, et d'autres montants, mais vous pouvez aussi indiquer le montant que vous voulez et charger votre carte avec des pièces, sauf celles de 5 et de 1 yen si je ne me trompe pas. C'est donc super pratique pour se débarrasser de sa monnaie. Vous tapez le montant que vous voulez, si vous savez exactement combien de monnaie vous avez. Et si vous ne savez pas combien vous avez en pièces, eh bien, pas de souci. Au moment de taper le montant que vous voulez mettre, vous mettez toutes vos pièces de 10, 50, 100 et 100 yens dans la machine et elle vous indiquera combien vous en avez mis. Vous n'aurez plus qu'à taper le montant. Attention, sur certains quais, il y a plusieurs lignes de train qui passent et qui ne vont pas forcément au même endroit. Il arrive même aux résidents et aux Japonais de se tromper de train quand on ne fait pas attention ou qu'on est pressé. Donc regardez bien l'affichage, les couleurs et la destination du train pour ne pas vous perdre. Faites aussi gaffe au type de train qui s'arrête à la gare où vous voulez descendre. Sur beaucoup de lignes, il y a des trains locaux, des trains rapides, des semi-express, des express et parfois même des trains qui sont uniquement sur réservation. Donc si aucun Japonais monte dans le train alors que le quai est bondé et que le train est presque vide, c'est peut-être un signe que c'est pas un train normal. Dans le même style, attention aux green cars sur certaines lignes de train.
trains. À Tokyo, vous avez ceux des lignes Tokaido, Chuo, Yokosuka, Sobu et autres. Green Car, c'est pas des voitures écologiques, c'est la première classe et c'est payant. Quand vous attendez sur le quai, s'il y a un bloc de monde qui attend à certains endroits, mais un gros vide à un moment, c'est probablement parce que la voiture de première classe va s'arrêter ici. Le numéro des voitures qui sont des green cars est indiqué sur les panneaux d'affichage et c'est aussi inscrit au sol. Par exemple, pour telle ligne, les voitures 4 et 5 sont des green cars si le train compte 12 voitures. S'il fait 15 voitures de long, c'est les voitures 6 et 7. Si vous voulez les prendre, il y a des distributeurs sur le quai qui permettent de réserver une place. Petit avertissement qui va peut-être vous paraître un peu évident, mais faites gaffe à vos pieds quand vous montez dans le train. À certaines gares, il y a de très gros espaces entre le quai et la porte. Faites surtout attention si vous voyagez avec des enfants. Vous verrez d'ailleurs pas mal d'affiches pour prévenir les enfants japonais de faire attention. Mais j'ai déjà vu des adultes japonais y glisser et se retrouver avec une jambe sous le train et l'autre sur le quai. Alors ça se finit généralement bien et quelqu'un les aide tout de suite à ressortir, mais pour peu que vous n'ayez pas le gabarit d'un japonais, vous pouvez très bien vous retrouver la jambe coincée, donc soyez prudent. Une fois dans le train, vous avez toujours des porte-bagages au-dessus des sièges. C'est très tentant, mais il y a aussi beaucoup de risques que vous y oubliez un truc. Donc à moins d'être concentré et d'être sûr de vous, je vous conseillerais plutôt de rien y mettre. Plein de japonais qui voyagent seuls oublient des trucs alors qu'ils sont habitués à les utiliser, donc en étant en voyage, en regardant son portable, en discutant ou en étant en groupe, les probabilités que vous fassiez pas gaffe sont encore plus grandes. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo et que vous prenez le Shinkansen avec des valises, ne les mettez pas derrière les sièges, sauf si vous avez réservé cet emplacement quand vous avez pris votre billet. En parlant de billets Shinkansen, vous pouvez les acheter au distributeur dans les gares bien sûr, ou au comptoir, mais aussi simplement en ligne avec le site SmartEX pour JR Central, JR West et JR Kyushu, ou le site Ekinet pour JR Est. Si vous ne savez pas ce qu'est JR, pourquoi il y en a plusieurs ou simplement que vous voulez des infos pour voyager moins cher en train en trouvant le JR Pass qui vous convient le mieux, j'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai le lien en fin de vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer. Pour en revenir à SmartEX et Ekinet, il y a aussi des applications et on peut même y enregistrer ses billets sur notre Suica, ce qui est quand même bien pratique. On descend un peu du train pour prendre le bus cette fois. Si vous vous demandez comment payer, mon meilleur conseil c'est de regarder autour de vous comment font les Japonais. Et oui, parce que ça dépend des compagnies et des villes. Il y en a où le prix est fixe, donc vous payez une fois en montant, et dans d'autres vous payez une fois en descendant. Le reste du temps, le prix sera fonction de la distance, donc soit vous passez votre carte en montant dans le bus, c'est souvent par l'arrière, puis en descendant par l'avant, soit vous voulez payer avec de la monnaie, et dans ce cas-là, vous prenez un petit papier en montant, et quand vous descendez, vous devrez le mettre dans la machine près du chauffeur avec vos pièces. Soyez prudent aussi, pas mal de bus ne rendent pas la monnaie, donc faites la point si vous n'êtes pas sûr. Conseil un peu plus général maintenant par rapport au déplacement en ville, particulièrement à Tokyo. Les trains sont super efficaces et pratiques, mais c'est pas toujours la meilleure solution pour se déplacer. Selon où vous êtes et où vous voulez aller, le temps de rejoindre la gare la plus proche, d'y entrer, d'arriver à votre quai, puis de sortir de l'autre gare, vous aurez parfois plus vite fait de marcher. Il y a des gares où on peut marcher un bon moment entre l'entrée dans la gare et les portiques, et encore un moment jusqu'au quai. Donc il faut bien prendre en compte ces temps de marche et pas uniquement le temps passé dans le train ou le métro. Quand vous regardez sur Google Maps comment aller quelque part, jetez toujours un œil sur le temps à pied et vous aurez peut-être de bonnes surprises. Par exemple, de Shibuya à Harajuku, c'est 15 minutes à pied. Même s'il y a écrit 2 minutes en train, c'est de quai à quai. Mais si vous n'êtes pas dans la gare, le temps d'y aller, de trouver la voie, que le train arrive, vous serez peut-être déjà arrivé à pied. Pareil pour aller de la gare de Tokyo à celle de Ginza, c'est 12 minutes à pied. Akihabara et Ueno, c'est 20 minutes et les gares sont très grandes. Donc ça dépendra d'où vous êtes et où vous voulez aller exactement. Mais d'une manière générale, ça vaut souvent pas le coup de s'embêter à entrer dans une gare pour une seule station. Pour rester dans les gares, comme je l'ai répété plusieurs fois, vous aurez compris que certaines gares sont immenses et ressemblent à des labyrinthes en sous-sol avec des dizaines de sorties différentes. Donc quand vous allez quelque part, essayez tant que possible de sortir à la sortie la plus proche. Au minimum, essayez de remonter à la surface du bon côté de la gare. Ça vous évitera de perdre 3 plombes à retrouver votre chemin. En parlant de sortir des gares d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de pleureuses de toute nationalité d'ailleurs sur les réseaux qui font tout un cinéma avec les escaliers dans les gares japonaises et qui se filment en train de porter d'énormes valises dans des escaliers sans fin. Alors je vous donne la solution miracle, il suffit d'ouvrir les yeux 2 secondes et de chercher où est l'ascenseur ou l'escalator. Il y en a pratiquement partout. Comme mon fils était bébé et qu'on avait une poussette, je n'ai jamais eu à la porter dans aucune gare. Donc je vois pas comment des gens qui viennent ici 2 semaines arrivent à être autant embêtés par ça. À Tokyo, il y a 96% des gares avec un ascenseur ou un escalator. Donc les escaliers, c'est vraiment pas un problème, ne vous inquiétez pas. Un autre truc que je vous conseille quand vous prenez le train, c'est de regarder sur la carte s'il n'y a pas une autre gare pas trop loin de là où vous êtes et de pas forcément prendre le train de la gare la plus proche. Selon les lignes qui y passent, le temps de trajet et les correspondances que vous aurez seront peut-être pas du tout les mêmes. Des fois, c'est pas mal de marcher 5 ou même 10 minutes de plus pour gagner du temps au final. En parlant des temps de trajet, ne les sous-estimez pas. Même s'il y a écrit qu'il faut 15 minutes en train de la gare A à la gare B, comme j'ai dit tout à l'heure, si la gare est très grande, vous devrez peut-être marcher
un moment, monter ou descendre plusieurs étages, et lors de certains changements, il faut même parfois sortir d'une gare. D'un côté, marcher 5 minutes à l'extérieur, traverser la rue pour arriver à un autre bâtiment et à la ligne que vous voulez vraiment prendre. Si vous n'êtes pas habitué, vous risquez forcément de vous perdre un peu, d'hésiter, de devoir demander à quelqu'un ou de tourner en rond. Dernier truc à propos des trains, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de train ou de métro la nuit, donc faites gaffe à ne pas louper le dernier train. Autour de Tokyo, au moins, ils partent généralement vers 23h30 ou minuit. Mais ça dépend des lignes et bien sûr d'où vous voulez aller. En plus, sur certaines lignes, plus on s'approche de l'heure de départ du dernier train et moins les trains vont aller loin. Donc faites attention. Pour conclure cette vidéo, quelques conseils en vrac en commençant par des trucs à ne pas faire quand vous serez ici. J'ai déjà donné les plus importants dans la première vidéo et j'avais même fait une vidéo entière sur le sujet que je vous encourage à aller voir. Mais d'une manière générale, si vous vous comportez à peu près normalement, en respectant un minimum les gens autour de vous et les règles qui sont affichées un peu partout, que ce soit en France ou au Japon, il n'y aura aucun problème. Dans la première vidéo, je vous avais dit pour les photos de ne pas prendre des gens en kimono ou des enfants sans demander leur autorisation. Maintenant, un truc qui n'est pas très bien vu aussi et que je vous conseille de ne pas forcément faire, c'est de vous planter devant une maison privée et de photographier la façade ou carrément de tendre les bras pour photographier l'intérieur du jardin ou la voiture. Vous aimeriez pas qu'on vous le fasse en France, donc ne le faites pas non plus. Non seulement c'est un manque de respect de la vie privée, mais en plus ça peut paraître vraiment louche et vous attirer des petits soucis. Autre conseil qui va peut-être vous étonner un petit peu, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier, même si le Japon est un pays très sûr, soyez quand même prudent et ne laissez pas vos sacs ou vos valises sans surveillance, surtout dans des grandes gares, dans le bus pour l'aéroport ou dans d'autres lieux touristiques. Dans l'immense majorité des cas, il ne vous arrivera rien, mais tous les Japonais ne sont pas forcément des anges. Et en plus, il n'y a pas que des Japonais au Japon. Donc un vol est toujours possible. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début savent que je me suis fait voler une valise lors de mon deuxième voyage au Japon. À ce moment-là, la police m'avait dit qu'il y avait pas mal de voleurs à la gare de Ueno. C'était il y a plus de 10 ans, donc ça a peut-être changé, mais j'ai aussi vu il n'y a pas très longtemps un youtubeur américain qui expliquait qu'un jour il s'était endormi dans le bus entre l'aéroport et Tokyo et qu'une passagère étrangère avait piqué ses affaires dans son sac pendant qu'il dormait. Morale de ces histoires, faites quand même un minimum attention. Un mot maintenant à propos des poubelles, un sujet qui passionne les foules. Comme vous le savez, il n'y en a pratiquement pas dans les rues et beaucoup d'étrangers s'en plaignent. Dans l'autre vidéo, je vous ai donné quelques lieux où il y en avait et surtout la solution la plus simple, prendre un sac en plastique, y mettre vos déchets et tout jeter le soir quand vous arrivez à l'hôtel. En y réfléchissant un peu, quand on vit ici, l'absence de poubelle ne gêne vraiment pas du tout, même en voyageant. Si les tickets de caisse c'est trop lourd pour vous, vous pouvez les refuser ou les laisser au magasin. Si vous achetez des boissons au distributeur, il y a des poubelles pour le recyclage absolument partout. Et si vous achetez de la bouffe au combini et que vous supportez vraiment pas d'avoir un bout de papier ou de plastique sur vous, il y a des poubelles dans tous les combini. Donc jetez l'emballage tout de suite et le problème est réglé. Quand vous achetez de la nourriture dans la rue, faites comme les Japonais, mangez devant le magasin où vous l'avez acheté, comme ça vous pourrez jeter l'emballage quand vous aurez fini. Le seul truc vraiment chiant auquel je pense, c'est les verres de café à emporter style Starbucks, parce qu'on ne peut pas les jeter dans les poubelles pour bouteilles ou pour canettes. Donc soit vous n'achetez pas de boissons à emporter dans des verres en papier ou en plastique, soit vous le faites dans une ville où vous êtes sûr de tomber tôt ou tard sur un autre magasin de la même chaîne pour pouvoir y jeter votre verre. Et si vous êtes dans une grande ville japonaise, ça ne devrait pas être trop problématique puisqu'il y en a à peu près partout. Le mot de la fin à propos du surtourisme qui fait les gros titres ici à l'étranger. Alors oui, il y a des zones où il faut presque chercher pour trouver des Japonais, mais ne croyez pas que tout le pays est comme ça. Même à Tokyo et Kyoto, c'est assez facile de se retrouver au calme. Il suffit généralement de vous écarter de ne serait-ce que 100 mètres d'un lieu touristique, de prendre une rue parallèle ou de visiter autre chose que les 5 lieux les plus connus et vous aurez une expérience complètement différente. Genre des temples et des sanctuaires, il y en a des centaines dans chaque ville. Donc si vous voulez voir les plus célèbres, faites-le à des horaires décalés et pendant la journée, profitez-en pour découvrir plein d'endroits aussi jolis et où vous serez les seuls touristes. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter d'autres villes que Tokyo, Kyoto et Osaka. Il y a plein de grandes villes moins réputées et très sympas, comme Nagoya, Yokohama, Sendai, Kumamoto et j'en passe. Je vous parle même pas de la campagne japonaise. Il y a des milliers de lieux magnifiques où personne ne va. Le Japon, c'est pas 3 villes, c'est 47 préfectures et elles valent toutes le détour, que ce soit pour leur paysage ou leur spécialité. Où que vous ayez, vous aurez toujours un truc à faire et à visiter. Donc n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, vous ferez probablement de plus belles rencontres et vivrez des trucs plus originaux. Voilà pour cette longue vidéo, je vous mets les liens vers mes autres vidéos de conseils pour que vous sachiez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir votre voyage au Japon. Et je vous dis peut-être à bientôt au Japon si vous voulez faire une visite guidée de Kamakura ou Yokohama avec moi, ou bien participer à une de mes soirées franco-japonaises. Voilà, salut à tous et bon voyage!